La suite du grand journal de Radio J à écouter sur notre application téléchargeable gratuitement. Place maintenant au grand entretien. Bonjour Meyer Habib. Bonjour Steve Nadjar. Merci d'avoir accepté. Moi aussi, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes député de la 8e circonscription des Français établis à l'étranger. On va détailler avec vous l'actualité diplomatique et sanitaire à la fois en Israël, au Moyen-Orient et bien sûr en France. On va commencer avec l'info que je donnais tout à l'heure, cette première conversation téléphonique hier soir entre Joe Biden et Benjamin Netanyahou. Quelle est votre première réaction à ce qui s'est dit, ce qui a pu sortir dans les médias, et puis le tempo aussi de cette première échange? Je rassure tout le monde, Benjamin Netanyahou, je n'ai pas parlé à Joe Biden, mais j'ai parlé à Benjamin Netanyahou. Et encore 3 jours de cela, il n'était pas du tout inquiet quant au fait que ça se fasse. Ça s'est fait mais longuement, ça a duré 1 heure. Il connaît Joe Biden depuis une 40aine d'années, comme il l'a expliqué, c'était le jeune sénateur du Delaware. Ils ont d'excellentes relations. Il y a aussi des divergences de vues sur la question palestinienne, peut-être sur la question iranienne et sur la reprise de l'accord qui était un très mauvais accord pour Netanyahou et à mon sens aussi. En tout cas, l'entretien s'est extrêmement bien passé. Ils vont collaborer. Les États-Unis restent aujourd'hui le principal allié d'Israël et ça continuera à le rester envers et contre tout. Autrement dit, vous ne voyez pas de mauvais signal. Il n'y a aucun mauvais signal. En tout cas, Netanyahou voit avant tout les intérêts de son peuple, comme j'imagine que le président américain ou le président français voit les intérêts de la France, en France et des États-Unis. Mais ma conviction, c'est qu'en France et en Israël, leur intérêt, l'intérêt du monde libre, c'est de comprendre qu'Israël est le seul représentant de nos démocraties dans cette partie du monde. Il y a d'immenses espoirs aujourd'hui de paix qui sont en train d'arriver, qui sont à nos portes. Un nouvel ambassadeur va être nommé au Maroc. Le Maroc, pays leader du monde arabe et musulman, au Maghreb, dans le monde, le leader des croyants, le roi du Maroc, c'est un statut très particulier dans l'islam. C'est pas anodin. Je parle même pas des accords avec le Bahreïn et autres, les Émirats et autres. Donc on est dans une nouvelle donne, dans un nouveau monde. Il y a encore un cancer, un problème, une gangrène. Ça s'appelle l'Iran, et avec ces groupies, c'est-à-dire le Hezbollah, la Syrie, le Hamas à Gaza, Yémen, etc., qui n'est pas un problème que pour les Israéliens, qui est un problème pour le monde entier. On sait ce qu'a coûté au monde la guerre chiite-sunnite, les millions de morts, les attentats. Chez nous, en France, après avoir tué des Juifs, on a tué des Français. Encore, je rappelle le professeur Paty qui a été décapité, l'attentat... Alors sur l'Iran précisément, Meyer Habib, est-ce que vous craignez un retour strict au JCPOA, c'est-à-dire l'accord signé à Vienne à l'été 2015? On ne sait pas si les Américains veulent précisément revenir à cet accord-là ou lui joindre à une sorte de deuxième accord qui inclurait notamment les questions balistiques et l'instabilité régionale dont fait preuve l'Iran. Les Israéliens n'accepteront jamais un retour à l'accord strict, comme vous le dites, Steve Nadjar. Jamais. Je connais bien Netanyahou et j'ai écouté, comme vous d'ailleurs, le général Kochavi, chef d'état-major des armées. Cet accord est un mauvais accord pour le monde. Cet accord fait que l'Iran sera nucléaire à moyen terme. Peut-être pas à court terme, ça retarde, mais ça rend l'Iran nucléaire de façon inéluctable dans les années à venir. Israël ne prendra jamais ce risque. Avec les fameuses sunset clauses, donc à partir de 2025. Mais est-ce qu'il faut un accord? Est-ce qu'il faut un accord malgré tout? L'accord, c'est que l'Iran ne soit jamais nucléaire. Il n'y a pas d'autre accord que ça. Donc l'accord était mauvais. Il a été, entre parenthèses, amélioré par Laurent Fabius et la France, mais il restait un mauvais accord. Un accord qui retarde, on va dire comme ça. Là, il y a quand même au niveau américain, c'est vrai que ça doit se faire avec... c'est mieux que ça se fasse sans guerre, c'est mieux que ça se fasse sans attaque israélienne, parce qu'on va appeler un chat un chat, c'est ça dont il s'agit. Est-ce que les Israéliens vont, oui, non, intervenir? Une attaque préventive. À titre préventif. Les Israéliens ne prendront jamais le risque qu'un pays qui déclare ouvertement, il faut écouter ce que disent leurs ennemis, ses ennemis, les ennemis d'Israël, mais les ennemis du monde libre aussi, c'est de détruire l'État d'Israël et donc de faire une deuxième Shoah. Ça n'existera pas. Les Israéliens ne prendront pas le risque que ça puisse... Ça ne veut pas dire que ça va arriver. C'est-à-dire que les Israéliens n'accepteront pas ce risque. Pour ça, on peut arriver à un accord, mais pas cet accord, qui est un mauvais accord, un autre accord, qui garantisse de façon certaine que l'Iran ne soit jamais nucléaire. Moi, je n'ai pas confiance en ce régime. Ce régime est un régime des mollahs, du coup, qui pense les homosexuels, qui lapide les femmes adultères, qui est à l'opposé de lancer de nouvelles négociations avec ce régime-là, qui évidemment, rappelons, n'est pas une démocratie et qui peut éventuellement violer à terme cet accord? La force.
C'est un régime dont la parole ne vaut rien. D'ailleurs, ils ont été extrêmement affaiblis. Moi, je tiens à rendre hommage à l'administration Trump, qu'on a tellement décrié, mais qui a fait que l'Iran était presque à genoux. D'ailleurs, ils n'interviennent pas. Ils sont vengés sur rien par rapport à tous leurs leaders scientifiques, etc., qui ont été éliminés tous. Ils ont peur. Ils se disent, on attend, parce qu'ils pensent que ça va être plus facile. J'espère que Joe Biden est suffisamment intelligent, et il est président des États-Unis, la plus grande puissance mondiale, pour comprendre que c'est l'intérêt de son pays, du monde libre, de faire en sorte, et je crois que c'est sa volonté aussi. Vous le disiez tout à l'heure, vous êtes proche. Ce qui m'inquiète un peu, Steve Nadjar, c'est que beaucoup maintenant des collaborateurs, enfin de l'équipe du nouveau président américain Joe Biden, ont signé cet accord avec l'équipe Obama. Notamment Robert Malley. Voilà, exactement. Notamment Robert Malley. Donc le tout est de savoir, est-ce que oui ou non on va dire, on s'est trompé, il est caduc, on va en faire un autre. On ne va pas rentrer dans les détails qui seraient bien complexes. Les Israéliens et les services de renseignement savent tout ce qui se passe seconde par seconde. Et hélas, l'Iran aujourd'hui est à quelques mois d'avoir les matériaux nécessaires et un an et demi d'avoir la bombe nucléaire. Justement, Meir Habib, il y a une divergence qui s'est affichée au grand public ces dernières semaines entre les Américains, avec le nouveau secrétaire d'État Anthony Blinken, qui dit que l'Iran est à quelques mois, 3-4 mois d'avoir une bombe, alors que les Israéliens, notamment à travers le chef des renseignements militaires, a expliqué que finalement, il fallait certes peut-être 3-4 mois pour enrichir de l'uranium à un certain niveau, à 93%, mais qu'il fallait en réalité 1 an et demi, 2 ans. Donc finalement, on n'était pas obligé de se lancer dans des négociations trop rapides. Qu'est-ce que ça traduit, moi, je préfère écouter Blinken en l'occurrence. Prévenir que guérir, je préfère être plus pessimiste. De dire que d'ici quelques mois, ils pourront avoir une bombe nucléaire. Il semblerait qu'ils pourraient avoir les matériaux pour la faire, mais que on ne sait pas. Enfin, moi, je n'ai pas tout. Pour Blinken, c'est une manière de dire qu'il faut mener des négociations tout de suite. Mais pour être vice-président de la Commission des Affaires étrangères, être au bureau depuis des années, avoir auditionné Zarif, qui sait parfaitement... Le ministre des Affaires étrangères iranien. Directement, qui s'est adressé à moi quand je lui posais une question en expliquant comment j'avais un souci avec quelqu'un qui voulait détruire mon peuple. Parce que je suis français, juif, mais juif. Alors, lui veut détruire le peuple juif. Ils le disent. Même si Zarif est très malin, très intelligent, le peuple iranien, c'est un peuple de gens extrêmement cultivés, avec une immense culture. Mais le drame, aujourd'hui, c'est l'islamisme. C'est pas les Iraniens. C'est le djihadisme, c'est le chiisme radical. Et aujourd'hui, moi, je sais qu'il y a urgence que les Iraniens se démènent, pensent avoir un signal positif pour eux, l'élection de Joe Biden. Et je crois que ce serait une erreur. Je fais confiance, en tout cas, j'espère pouvoir confiance à Joe Biden. Chez nous, Français, on a à être extrêmement mobilisés. Je ne doute pas aussi la détermination de l'administration française. Alors justement, les mots ne suffisent pas. Vous le disiez, vous êtes vice-président depuis plusieurs années de la Commission des Affaires étrangères de l'Assemblée nationale. Vous étudiez donc très régulièrement et de manière très précise ces questions diplomatiques et stratégiques. Le président Macron s'est dit prêt à être un facilitateur, un médiateur entre les Américains et les Iraniens. Est-ce que vous pensez que la France, comme dans le passé sous le mandat de François Hollande, pourrait jouer un rôle important en cas de reprise des négociations entre Washington et Téhéran? Oui, la France peut jouer un rôle important, à condition de ne pas faire confiance aux Iraniens. Aucune confiance aux Iraniens, à la parole iranienne. Voilà, c'est tout. Personne ne veut la guerre. Pour bien connaître les Israéliens, je crois que c'est la plus mauvaise des solutions, mais il y a encore plus mauvaise comme solution, c'est qu'il y ait l'arme nucléaire qui n'arrivera jamais. Je connais bien Netanyahou, je sais que c'est son obsession depuis des années, avant même qu'il retourne aux affaires, c'est le fait que l'Iran devienne aujourd'hui une puissance nucléaire. Est-ce que vous pensez que les Français pourraient être de bons médiateurs dans ce dossier-là qui est extrêmement compliqué? J'espère. Moi, j'ai confiance à la France, je crois comprendre, au-delà de la politique souvent que je ne partage pas du Quai d'Orsay par rapport à la question palestinienne, je peux imaginer que sur la question iranienne, il y ait des convergences avec la position américaine et la position israélienne. Nous ne voulons pas, ça c'est certain, d'un Iran nucléaire. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que l'Iran est un État terroriste qui a programmé un attentat chez nous à Villepinte, dont un des dirigeants vient d'être arrêté, un diplomate, et condamné à 20 ans de prison en Belgique. C'est passé quasiment sous les radars. Vous avez entendu la une des journaux en France parler de cette affaire? On en a quasiment beaucoup parlé ici. Vous, oui. Mais pas tous les journaux. J'aurais aimé, imaginez-vous, un méga attentat par un État. C'est un État, je suis pour, moi, il faut changer à tout prix ce régime qui est agonisant. Je parle beaucoup avec l'Iranien. J'ai rencontré le fils du Shah d'Iran il y a quelques mois. J'ai dîné avec lui. Oui, absolument. À sa demande. Et je vois, j'ai encore été rappelé hier par les opposants iraniens à Paris. Les Iraniens veulent aujourd'hui changer
pour le peuple iranien, ce régime qui est un régime sanguinaire, un régime liberticide, un régime homophobe, qui est un danger pour l'humanité et aussi accessoirement pour Israël. Et j'ai plus confiance aux Israéliens qui, eux, ne prendront pas de risques, que nous, on voit bien l'Europe, la France. Bon, la France, nous, on est à la tête de cette coalition européenne, mais on doit... Et il y a des discussions aujourd'hui entre Anthony Blinken et notamment le ministre des Affaires étrangères français, Jean-Yves Le Drian. Francophone, francophile, comme on le sait, il était lié à la famille Pizarre, le fils de Madame Pizarre, etc., que nous connaissons bien, et c'est des gens qui connaissent bien ces questions, mais... Le problème, c'est ce sont des régimes terroristes et djihadistes. Donc, ils n'ont pas la même... Pour eux, la fin justifie tous les moyens, y compris de mentir sur des accords internationaux. Une dernière question, il nous reste 1 minute, Meir Habib. On parle beaucoup en Israël et un peu moins en France de la question de la mise en place, l'entrée en vigueur d'un passeport vert, un passeport vaccinal. Il va être utilisé à partir de dimanche en Israël pour entrer dans un certain nombre de lieux. Est-ce que vous êtes favorable à la mise en place d'un même dispositif en France pour relancer l'économie? J'ai été reçu par le Premier ministre Netanyahou il y a une semaine de cela. Je vais demander de façon officielle de mettre en place le même accord que l'Israël a signé avec la Grèce et Chypre, qui font partie de ma circonscription. Et il a accepté à condition que ce soit réciproque. Mais concrètement, aujourd'hui, d'abord, il n'est pas mis en place. Je suis appelé sans arrêt par des gens qui veulent retourner en Israël. C'est beaucoup plus compliqué que ça. On est très en retard. La France n'a pas assez de vaccins. La France n'a pas assez vacciné. On est très en retard par rapport aux prévisions. Il y a 800 000 personnes qui ont reçu les 2 vaccins, alors qu'on voulait avoir 1 million à la fin du mois de janvier. Parti comme c'est parti, tout le monde ne sera pas vacciné avant les 2 vaccins, avant la fin de l'année. En tout cas, j'espère me tromper. Alors que les Anglais... on sont beaucoup plus vaccinés que nous. Rappelez-vous ce que je vous dis aujourd'hui, Tis Nadjar. À moyen terme, le passeport vert va s'imposer. Et je sais que le secrétaire d'État Jean-Baptiste Lemoyne, que j'ai eu au téléphone et qui a tweeté là-dessus, on s'est un peu... Il parlait hier de la mise en place de tests salivaires. À la place de ces passeports verts. On doit avoir un passeport. Les gens qui se font vacciner, ça marche le vaccin à 95%. Il n'y a pas d'autre solution. Il y a des variants du virus. Le virus continue, les gens continuent de mourir. Les Israéliens aujourd'hui, sur 1 200 000, ont vu que ça fonctionnait terriblement bien. Donc, 1, il faut avoir des vaccins. 2, vacciner. 3, arrêter le complotisme. 4, mettre en particulier avec Israël un pays comment ça pourrait se mettre en place justement avec Israël, cet accord? Il faudrait simplement que des gens... Attention, il vient d'avoir une loi en Israël. Il y a des petits malins qui pensent pouvoir trafiquer les certificats. Ça va aller directement à la prison. Je le dis parce que c'est important de le rappeler. C'est arrivé. Des gens qui arrivent avec des tests trafiqués, Covid, pas Covid, etc. Aujourd'hui, ça va être informatisé là-bas de façon certaine avec les 2 doses, les 2 numéros à chaque fois de série, entre guillemets, de lot, on va dire, du vaccin des 2 côtés. Et on pourrait faire en sorte que des pays avec une sécurité sociale qui est forte, en France, une carte vitale, etc., des gens doublement vaccinés, avec un test PCR négatif, puissent voyager sans quarantaine. Confinement. C'est l'objectif à moyen terme. Ça se fera pas avant. Hélas, je pense pas. Ça va se faire à partir du mois fin mars, avec Israël, la Grèce et Chypre. Pour moi, député des Français d'Israël, et pour avoir des centaines de messages de tous nos compatriotes français qui veulent se rendre en Israël, qui ont de la famille, ça ne sera pas avant l'été. J'espère que d'ici l'été, 1, il y ait une vaccination massive, et 2, faire en sorte qu'on puisse retrouver une vie normale. Et on suivra ce Israël dossier. Ouvre les restaurants, Israël ouvre les théâtres, Israël ouvre les matchs de foot, les matchs de basket, etc. Et nous, on est bloqués en France. Et vous reviendrez nous en parler. Merci beaucoup. Avec grand plaisir. Meir Habib d'avoir été mon beaucoup. invité. Votre interview est à retrouver en podcast sur radioj.fr et en vidéo sur notre page YouTube.